Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. La santé mentale des jeunes sera au cœur de notre émission ce soir. Nous allons laisser la parole à Pierre Skonbroth, journaliste vidéaste au Centre d'Action Laïque, qui vient de réaliser le documentaire « Tout va s'arranger ou pas ». Il nous propose ce soir une rencontre avec des directeurs de CPMS, les centres psycho-médico-sociaux, des centres à bout de souffle qui peinent à répondre aux très nombreuses demandes des jeunes. Voilà, c'est donc sur cette manifestation des agents PMS, le 2 juin dernier, que j'avais envie d'ouvrir cette émission Libre Ensemble, avec dans ce studio 2 agents PMS, Nicolas Lejeune, bonsoir. Bonsoir. Et puis Corinne Berthaud. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes venu me rejoindre ce soir pour évoquer toute cette question de surpression et je pense que le mot est faible encore pour évoquer vos conditions de travail. Mais avant ça, j'aimerais revenir sur cette manifestation du 2 juin parce que c'était un moment important, presque fondateur, j'ai envie de dire. C'est la première manifestation des agents PMS. En combien d'années, Nicolas, d'ailleurs ? En nombreuses années. Ouais. Je pense que c'était la première fois. Corinne, oui, la première fois depuis la création des centres, je pense. Oui. C'était un véritable événement. Hein. Oui. La goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'était ça qui a précipité l'organisation de cette manifestation il y a 6 mois maintenant. Disons qu'un groupe de directeurs de PMS s'est constitué il y a 4 ans avec le nom, il faut le dire. Maintenant, il est interréseau, donc il y a du Libre et du WBE, Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, on a vraiment créé ce groupe pour pouvoir mettre en lumière ce qu'on observait sur le terrain. Parce qu'en sorte PMS, on est un observateur privilégié et souvent, on est assez discret. Rappelez-nous vos missions. Donc, les missions des sortes PMS, en gros, vraiment, c'est travailler à l'épanouissement de l'élève donc dans son milieu scolaire. Donc, on est vraiment vigilant à ça. Et ça mêle un travail essentiel de prévention et également de réponse à la demande. Et donc, vous avez constaté une évolution de la demande et puis surtout des problématiques. Expliquez-nous un petit peu, parce que c'est au fond cette évolution-là qui va aboutir à la création du collectif, il faut le dire. Hein. Oui, donc on constatait vraiment des difficultés de plus en plus importantes. Et là, on était avant le Covid. Donc il y avait vraiment des problématiques d'ordre de santé mentale, de mal-être, des problématiques d'harcèlement, que ce soit dans le secondaire, souvent on met le spot sur le secondaire, mais il y a aussi toutes les problématiques qui existent et qui se développent au niveau du primaire. Et donc là, on s'est dit, il faut faire quelque chose, et notamment tout ce qui touche à l'accès aux soins de santé. Parce qu'on se retrouve avec des jeunes, avec des familles qui... Nous, dans notre travail, on a toute cette mission de réponse à la demande, d'accompagnement. On va travailler avec les ressources des jeunes, des familles, de l'école. Et quand alors on est face à une situation où on est à bout de ressources ou alors que c'est vraiment une demande qui sort de notre cadre, alors seulement on va vers l'extérieur. Or, l'extérieur, déjà avant le Covid, il y avait embouteillage et les services extérieurs font comme nous, tout ce qu'ils peuvent. Mais donc du coup, quand il y a embouteillage en seconde ligne, la file d'attente s'allonge encore vers nous, la première ligne centre PMS, et donc ça s'enquiste et c'est vraiment une bombe à retardement. Ça, c'était déjà avant le Covid. Depuis le Covid, les situations sont devenues encore plus complexes, plus nombreuses, et ça devient vraiment très problématique. En centre PMS, et c'est pour ça qu'on s'était battu aussi, pour revenir à votre question sur la manifestation, on avait vraiment mobilisé les gens parce qu'on avait réussi à obtenir des renforts qui étaient venus dans nos équipes pour pouvoir faire en sorte de faire un travail pour accompagner et pour recevoir toutes les demandes qu'on avait. Malheureusement, ces renforts devaient s'arrêter, donc mobilisation a eu lieu. On a réussi à ce que malheureusement ce ne soit prolongé que pour 3 mois. Et donc, à l'heure où je vous parle, la semaine prochaine, ces renforts s'arrêtent. Et donc, ils arrivaient plus ou moins à nous tenir la tête hors de l'eau. Et donc là, c'est un gros point d'interrogation sur la suite. Alors, on va s'attarder à un moment avec vous, Corinne, sur ce que vous constatez précisément sur le terrain. De quoi souffrent nos jeunes, finalement ? Qu'est-ce que vous avez constaté ? Alors, les constats, ils se situent vraiment à différents niveaux, puisqu'on intervient effectivement tant au niveau de l'enseignement fondamental qu'au niveau de l'enseignement secondaire. Je dirais que d'une manière générale, les situations, elles augmentent au niveau de la quantité, mais elles se complexifient aussi. Et donc, on a des jeunes qui pouvaient tenir la route avant, s'en sortaient, et qui, depuis le Covid, ont eu un repli sur eux et moins d'accès vers les services extérieurs. Et donc, les situations ont vraiment explosé, que ce soit au niveau du domaine psychologique, médical, social.
Donc des élèves en grande souffrance ? Oui, des élèves en grande souffrance avec une augmentation des élèves qui ont des envies suicidaires, une augmentation des situations de maltraitance en famille, donc qu'on doit gérer dans l'urgence, et des situations de décrochage scolaire, évidemment. Maintenant, il y a aussi des jeunes qui vont bien, hein. Tous les jeunes ne vont pas mal, ça c'est important de le signaler aussi, mais par contre la proportion de demandes et l'intensité des demandes a vraiment augmenté. Tellement augmenté que vous décidez de créer ce collectif, faut le dire, de manifester devant le cabinet de la ministre Désir, je le disais le 2 juin dernier. Une ministre à qui vous avez envoyé pendant un certain temps un nombre de courriers importants. J'en lis quelques extraits. Madame la ministre, en tant qu'agent PMS, j'éprouve de plus en plus de mal à garder la tête hors de l'eau et ma santé mentale en est fortement impactée. Avec mes collègues, nous sommes au bord de l'implosion et face à une réalité de travail de plus en plus difficile. Alors, c'est ce qu'on disait là tout de suite. Est-ce que ces courriers, est-ce que ce mouvement du collectif, faut le dire, a donné des résultats ? Il faut savoir que c'est grâce, il faut le dire d'une certaine manière, on a eu la chance de tomber au bon moment, au bon endroit. Donc, préalablement à cette mobilisation, on avait rencontré Madame Désir suite à une de nos cartes blanches sur l'accès aux soins de santé. Et c'est ce jour-là qu'elle avait obtenu un budget exceptionnel pour des renforts. Et donc, on avait réussi à ce que ces renforts n'aillent pas en totalité vers les écoles où l'idée était de mettre que les écoles puissent engager des psys, des AS et des éducateurs. On a pu faire en sorte qu'il y ait une partie vers les PMS et une partie vers l'école avec uniquement des éducateurs. Parce que c'était déjà important pour nous. Et donc, suite à ça, on s'est battu pour que ces renforts persistent et les courriers dont vous parlez, c'est vraiment pendant 2 mois, Madame Désir, mais également les ministres de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les associations de parents, les syndicats, toutes les personnes autour de la table, finalement, quand on parle de la santé mentale à l'école, ont reçu ces courriers pour faire en sorte d'être reçus. Le jour de notre manifestation, on s'est réunis place sur les Choquiers, jour de Parlement. Et donc on avait pu être reçus, on espérait être reçus également par M. Géolet, qui d'une certaine manière tient un peu la bourse, tient la décision, mais on avait été reçus par Mme Désir. Patron, on peut le dire comme ça. Oui. Corinne, vous voulez ajouter quelque chose ? Mais oui, je voulais dire que ce que la constitution du groupe Faut le dire a apporté, c'est aussi une visibilité médiatique de l'institution PMS. On ne parlait jamais des centres PMS avant, ou en tout cas de manière peu positive par moment. Mais ici, on est vraiment devenu un interlocuteur médiatique dont on commence à prendre compte, notamment au moment de la manifestation, aujourd'hui lors de la conférence de presse. On va en reparler tout de suite. Et là maintenant, le fait d'être ici invité et pouvoir parler en interréseau de l'institution PMS, c'est vraiment quelque chose que le groupe, faut le dire, a pu apporter. Autre extrait, Madame la Ministre, mon équipe est débordée. Pas un jour où mes agents ne reviennent avec de nouvelles demandes, de plus en plus de situations catastrophiques. J'ai très peur pour la suite. Donc ça, c'est encore un courrier de l'année scolaire dernière. Est-ce que depuis le mois de septembre, vous avez senti une petite évolution positive ? Malheureusement, au contraire. On n'a jamais connu une rentrée aussi complexe. Ah bon ? Et donc, ce n'est pas parce que la crise Covid semble être derrière nous que les situations ne continuent pas à être problématiques. Comme disait Mme Berthaud, ma collègue, heureusement, il y a des jeunes qui vont bien, qui vont mieux, mais malgré tout, cette crise du Covid, et finalement, les crises, c'est devenu la réalité, ont fragilisé une grande partie de la jeunesse. Et donc, il y en a qui vont mieux, mais il y en a beaucoup qui ont été plus ou moins bien pendant le Covid et qui décompensent maintenant. Il y a vraiment une augmentation des situations très problématiques qui viennent saturer tout le service de seconde ligne. Et puis alors nous sommes cette semaine du mois de novembre, vous décidez de passer à une autre vitesse, vous organisez une conférence de presse ce jeudi 25 novembre. Pourquoi au fait ? On avait vraiment envie de réunir autour de la table différents intervenants concernés par la problématique. Ouais, nous étions nombreux. Oui, et il y avait également alors, en plus de la première ligne centre PMS, la deuxième ligne. Donc je ne sais pas si je peux dire les personnes qui étaient présentes. Donc il y avait le docteur Maas, Madame Sophie Maas, pédopsychiatre et thérapeute de famille, Madame Mailly, secrétaire générale du réseau wallon de lutte contre la pauvreté, Madame Mégang, juge de la jeunesse à Bruxelles,
Pierre Skonbrood, vous-même, merci à vous. Absolument. Et François Van Est, responsable d'un service plus axé sur l'aide à la jeunesse. Oui, nous étions, il faut éclairer l'auditeur sur cette conférence de presse. Il y avait là énormément d'interlocuteurs qui ont participé à un projet que le Centre d'Action Laïque a permis de réaliser. C'est un projet de documentaire, Tout va s'arranger, qui a permis justement de mettre en lumière cette problématique dont on parle. Et bon nombre de ces interlocuteurs, la juge Mégang de la jeunesse, Sophie Maas, Véronique Dethier, responsable politique de la FAPEO. Vous êtes dans ce studio présente ici ce soir, merci de nous avoir rejoints. Il y avait là finalement un panel qui montre à quel point la politique jeunesse rassemble énormément d'interlocuteurs différents en fait. Oui, tout à fait. Donc, ce qui est vraiment intéressant aujourd'hui, c'est qu'on était tous là autour de la table avec un même objet, à savoir la jeunesse et son avenir. Et je pense que on a soulevé quelque chose pendant ce tournage et sur les conséquences de la crise Covid, mais ce dont on s'est aussi aperçu au fil des tournages et des renseignements qu'on essayait d'avoir, c'est que ça concernait, c'était beaucoup plus large que ce qu'on imaginait et il y avait tout le temps des fils à tirer et on s'apercevait que c'était un petit peu la catastrophe dans tous les secteurs jeunesse. Et donc, je pense que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de se dire c'est pas fini, il faut absolument mettre l'accent sur cette jeunesse et qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'il y a de la transversalité, comment est-ce qu'on met enfin le focus sur ces jeunes et sur l'amélioration des politiques qui les visent en fait principalement parce que c'est interpellant, moi je savais pas, mais que depuis le mois de septembre, en fait, ça va pas mieux. Et que les jeunes continuent à décompenser, que la succession des crises fait qu'ils ne vont pas mieux, et que donc comment est-ce qu'on fait à travers tous ces secteurs pour se fédérer autour d'eux en fait, et de mettre les moyens là où ils doivent être mis pour que ils puissent enfin aller mieux, enfin avoir des perspectives d'avenir. Je trouve que c'est terrifiant que notre responsabilité d'adulte, c'est de rappeler peut-être et d'interpeller le monde politique, tout niveau de pouvoir confondu, à se dire la priorité, ça doit être eux. Corinne Berthaud, c'est ça que vous avez voulu faire lors de cette conférence de presse de ce jeudi, réunir tous les maillons d'une chaîne qui est au bord de la cassure, c'est-à-dire ce que vous avez exprimé jusqu'ici pendant ces 10 premières minutes d'émission est loin de se limiter aux seuls agents PMS, c'est une réalité bien plus globale. Oui, tout à fait, puisque on l'entend, tous les secteurs qui s'occupent de la jeunesse font les mêmes constats que nous et certaines décisions peuvent être prises à certains niveaux de pouvoir, mais sans qu'il n'y ait de concertation entre ces différents niveaux de pouvoir. Donc, il y a le secteur de l'enseignement, il y a le secteur de la santé, il y a le secteur plus judiciaire. Et donc, il serait temps que tous ces secteurs se coordonnent pour mettre en place des aides de manière concertée avec les gens de terrain. Ça, vous avez participé à ce projet de documentaire, qui n'est plus un projet, le film est là, il est disponible d'ailleurs pour des projections. Donc ce film intitulé « Tout va s'arranger », nous nous sommes rencontrés au mois de février dernier. Et tu étais à l'époque à l'hôpital Le Domaine, ULB. Mais je vais te laisser en fait te parler de notre rencontre et de l'endroit où on était. Ce serait peut-être intéressant. On s'est rencontrés au Domaine à Braine-l'Alleud, où j'étais hospitalisée. J'ai commencé mon hospitalisation fin janvier, je pense. Et donc, je t'ai rencontré en février, quand tu as commencé à filmer, quand tu as commencé à nous expliquer un peu le projet que tu avais. Et moi, j'ai tout de suite accroché et j'ai tout de suite trouvé qu'il fallait vraiment parler de tout ça. Et donc, je me suis lancée dans l'aventure. Parler de tout ça en partant de votre parole, justement, de votre expérience. Et justement, quand tu entends tout ce que des adultes ont dit là, aujourd'hui, quelle réflexion te vient à l'esprit ? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, au fait ?
Moi, en voyant vraiment la conférence de presse, c'était assez impressionnant pour moi de voir tous ces adultes qui se mobilisent vraiment pour cette cause. Et moi, ça m'a vraiment donné de l'espoir pour tous les jeunes qui sont comme moi dans des situations difficiles. Je pense que c'est vraiment chouette de savoir qu'il y a des gens qui se mobilisent et qui veulent se battre aussi pour nous, pour qu'on aille mieux. Parce que tu as le sentiment, dans le film, il y a un extrait où tu dis cette génération, la nôtre, est une génération de gens tristes. Tu as le sentiment que c'est un peu une lame de fond, ces problèmes de santé mentale, quelque chose de préoccupant? Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose, quand je vois tous les gens que je connais, ils sont tous... Enfin, il y a beaucoup de problèmes qui sont arrivés. En fait, je pense que ces problèmes existaient déjà avant, mais que le Covid a fait ressortir et a multiplié l'ampleur de tous ces problèmes. Donc moi, je le vois vraiment dans mon entourage, dans mes amis les plus proches. Mais c'est vraiment, on est une génération de gens tristes, on va mal. Et alors non, il y en a encore qui vont bien, et ça, je suis très heureuse pour eux. Franchement, profitez. Mais on est quand même, je trouve, vraiment beaucoup à avoir été... très, très impacté par cette crise du Covid. Tu te souviens, toi, à l'époque, de ce qui t'est arrivé, du moment précis où tu t'es senti glissé, si je peux dire ça comme ça? Je pense que le commencement, c'était en janvier 2020, donc vraiment, quand on entendait parler du Covid, mais de loin, en mode « Oh, il y a un nouveau virus en Chine, mais qu'est-ce que c'est ?» Et à ce moment-là, moi, j'avais de l'anxiété de performance. Ça veut dire que, en gros, j'étais en gros stress pour mes notes en cours parce que je voulais toujours faire le mieux que je pouvais. Sauf que, en même temps, on peut pas avoir 90% partout, tout le temps. Et donc ça, j'avais un peu du mal. Donc ça avait juste commencé par des petites crises d'angoisse en cours, mais que j'arrivais encore assez bien à gérer. Et en fait, ça a vraiment dérapé à partir du moment où je me suis retrouvée enfermée avec ces angoisses chez moi, sans pouvoir aller voir d'amis pour en parler, sans pouvoir aller au scout pour décompresser, et en étant enfermée avec ma famille, que j'aime beaucoup, mais quand même rester enfermés les uns sur les autres, assis dans une maison, au bout d'un moment, ça déclenche des tensions. Je pense que c'est inévitable, on est humain, enfin, on n'est pas fait pour vivre 24 heures sur 24 ensemble. Et donc, c'est là que ça a vraiment dérapé, quoi. Et puis, cette semaine, lorsque je t'ai proposé de venir nous rejoindre à cette conférence de presse, tu n'as pas hésité une seule seconde. Pourquoi ? Ah non, j'ai vraiment pas hésité parce que, en fait, pour les mêmes raisons pour lesquelles j'ai accepté d'être dans le reportage, en fait, c'est tout simplement que pour moi, c'est quelque chose qui doit être tellement... Enfin, il faut tellement mettre la lumière là-dessus parce qu'on est plein de jeunes qui vont mal et pour moi, c'est important vraiment que tout le monde, on se sente pas seul face à ça, en fait. Que pour moi, c'est vraiment important de dire le problème et de l'avoir aussi d'un point de vue de quelqu'un de jeune qui a vécu ça, parce que je trouve que c'est vraiment intéressant. Et moi, je suis vraiment à fond pour pouvoir aider. Corinne Berthaud, agent PMS, je le rappelle, qu'est-ce que ça vous inspire ? Et malheureusement, nous entendons souvent des témoignages tels que le tien. N'oublions pas qu'après la crise du Covid, il y a eu les inondations, il y a eu la guerre en Ukraine, il y a maintenant la crise énergétique. Et donc, cette notion de crise, depuis quelque temps, les crises s'enchaînent et donc les crises deviennent la normalité, ce qui explique aussi l'augmentation des demandes, en sachant que nous, on est centré sur les jeunes, mais que les jeunes ont des familles qui elles-mêmes sont en difficulté. Quand un jeune vient à l'école en sachant que ses parents ont d'énormes difficultés financières, que ce soit pour payer les factures ou risque de perdre son travail, on a évidemment des jeunes qui arrivent fragilisés à l'école, et tout ça, ce sont des éléments nouveaux qui arrivent vraiment en plus grand nombre pour le moment. Voilà, et je propose maintenant qu'on écoute d'autres personnes qui étaient présentes à cette conférence de presse, respectivement Sophie Masse, pédopsychiatre, chef de service de l'unité Le Domaine, et puis nous entendrons également la juge Méganck de la jeunesse, Michel Méganck, et puis François Van Est, responsable d'un service d'accompagnement. Je pense que c'est une question
collective, en fait, qui intéresse tous les secteurs. On voit bien que dans le monde de l'industrie, on manque de bienveillance au travail. Un parent qui rentre en burn-out, déprimé, n'arrivant pas à boucler les fins de mois, ne va pas être disponible psychiquement pour soutenir son enfant qui, lui, rencontre du harcèlement scolaire à l'école, qui n'arrive plus à dégager une disponibilité psychique pour investir les apprentissages. Et c'est toute la société qui est en faillite, en fait. Je pense qu'il y a vraiment une réflexion à mener dans tous les secteurs pour essayer de faire en sorte que nous puissions tous vivre dans un environnement qui soit sain et qui soit bienveillant. Michel Mégan, pourquoi vous avez tenu à vous rendre disponible, à traverser la ville embouteillée, à faire de la place dans votre agenda pour rejoindre cette conférence de presse? Ça me semble évident qu'on travaille tous ensemble autour des enfants et que c'est d'eux qu'il faut parler à titre principal et qu'ils doivent pouvoir recevoir une réponse globale à leurs problématiques et pas par le petit bout de la lorgnette. Donc venir à côté de ceux qui travaillent en principe au départ d'une chaîne dans l'école me semble logique pour qu'on puisse s'appuyer les uns sur les autres plutôt que se diviser pour chacun aller chercher son intérêt. Donc l'intérêt commun aujourd'hui, c'est les enfants de 0 à 20 ans dont nous nous occupons tous sous une forme ou sous une autre. C'est eux qui nous réunissent, c'est pas nous. J'ai un bébé d'1 semaine, il est 130e sur une liste d'attente. Comment un enfant peut entendre le message de dire « Désolé, je n'ai pas de place pour te mettre à l'abri, je n'ai pas de place pour t'aider à grandir. » Voilà. Est-ce que nous voulons vraiment ça? Est-ce que les gens, le commun des mortels, enfin le commun des citoyens belges, peut être au courant et réaliser que dans le dispositif qui est mis en place pour apporter de l'aide aux enfants, nous sommes en état de saturation et d'indisponibilité? Voilà, Véronique de Thiers, j'aimerais bien avoir une réaction de votre part parce qu'on l'entend, c'est de globalité qu'il s'agit ici, ce n'est pas seulement de l'école dont il faut parler, et c'est donc un appel quelque part à tous les gouvernements qu'on a lancé à cette conférence de presse, non? Oui, moi je pense vraiment que c'est ça, c'est de redonner du sens, de globaliser, d'articuler, de travailler aussi avec les acteurs de terrain, mais surtout, je pense que dans ces crises successives et dans les difficultés rencontrées, le citoyen parent, là je vais me mettre dans la place d'un citoyen parent, il comprend pas lui quand on lui parle de moyens au fédéral et que la communauté n'en a pas. Ce que lui il attend, c'est qu'on réponde à ces problématiques. Et pareil, quand des enfants ne vont pas bien ou que la famille ne va pas bien, il faut répondre tout de suite. Il ne faut pas qu'on se retrouve, et on se retrouve malheureusement de nouveau dans les mêmes situations aujourd'hui. Il ne faut pas qu'on vous dise « oui, mais ce sera dans 6 mois ». Parce que dans 6 mois, il y a plein de catastrophes qui peuvent arriver jusque-là. Et donc, c'est de dire à un moment, est-ce que tout le monde ne peut pas se mettre autour de la table? Est-ce qu'on ne peut pas en faire une priorité? Est-ce que... des jeunes qui vont pas bien parce que leur famille ne va pas bien, évidemment. Donc, de redonner du sens à tout ça, de redonner un peu d'espoir, de redonner du positif et de montrer que le politique se préoccupe de l'humain, ça me semble vraiment très, très nécessaire aujourd'hui. C'est ça, c'est pas un ou une ministre de l'enseignement à elle ou lui seul qui pourra résoudre ce problème. Non, certainement pas. Et ça, je pense que c'est important de dire qu'il ne faut pas se focaliser sur une ministre. Ouais. Elle n'a pas toutes les cartes en main. Et donc là, je pense qu'il est de la responsabilité, des politiques aujourd'hui, de se concerter, de travailler ensemble et d'apporter une réponse au terrain. Terrain qui s'épuise. Est-ce que ça, c'est pas le risque majeur, puisque nous sommes dans un état de saturation, on l'a bien dit, mais c'est une saturation qui a des conséquences aussi sur les professionnels. Ils ne vont pas tenir comme ça éternellement. Non, c'est évident. Donc les professionnels s'épuisent et donc on voit que le système est saturé, que plus personne n'arrive à répondre à la demande et qu'en plus... on entend des burn-out, de l'absentéisme, parce que c'est pas possible, parce que humainement, c'est aussi très très compliqué, parce que ces situations à gérer sont lourdes,
Donc, et émotionnellement pour les travailleurs de terrain. Mais ça, j'imagine que les deux personnes qui sont aussi ici aujourd'hui pourront mieux répondre que moi à ce que ça représente en termes de gestion émotionnelle aussi, de traiter ces cas lourds. Nicolas Lejeune, c'est le cas. Vous êtes épuisé. Alors quand je dis vous, pas vous personnellement, mais le collectif oui, mais des moi PME. aussi. Non, en effet, c'est très difficile. On tient, on se serre les coudes, on réfléchit, on avance ensemble pour les jeunes, mais on est là pour les jeunes, on est là pour les enseignants. Nos collègues qui sont sur le terrain comme nous, sont là pour vraiment écouter, entendre, travailler, accompagner. Puis nous, en tant que directeur, Corinne et moi, on est là aussi pour nos collègues, pour vraiment qu'ils puissent aussi déposer. Et puis nous, à notre niveau, on en discute entre nous. Mais c'est vrai qu'on en arrive à un point où, oui, il y a des burn-out, il y a aussi de la burn-out. Qui dit burn-out dit perte de sens. Parce que, comme je vous le disais, l'essence de notre travail, ce n'est pas que de la réponse à la demande, c'est également de la prévention. Prévention qui saute pour l'instant parce qu'on n'est que dans les réponses à la demande qui sont de plus en plus complexes. Et donc forcément, notre travail est important, mais il peut y avoir une perte de sens et vraiment un épuisement important. Et pourtant, Corinne, vous voulais... leviez la main comme à l'école. Oui, comme à l'école. Je voulais rajouter et compléter par rapport en précisant que une des spécificités du centre PMS, c'est d'être un service qui est là, disponible et ouvert aux jeunes. Et donc, ça veut dire que les jeunes ou les écoles, quand elles sont inquiètes pour un jeune, elles nous orientent directement le jeune. Et donc, le jeune, il arrive avec sa difficulté, urgente ou pas, mais il y a des urgences, et on ne fonctionne pas avec un service de prise de contact par téléphone où on prend un rendez-vous, où on dit, voilà, vous aurez un rendez-vous dans 3 jours. Non, le jeune, on l'a en face de nous, il vient avec son paquet, et il n'est pas question qu'on lui dise, malheureusement, on n'a pas de place, il faudra revenir dans 3 semaines. Et donc, c'est cette difficulté-là aussi qui fait qu'on a un besoin de renfort pour permettre cet accueil de demandes qui arrivent et à laquelle on ne peut pas mettre un stop. On est un peu comme un service d'urgence. Ça arrive et il faut qu'on gère. Nicolas Lejeune. Oui, et donc un petit peu pour renvoyer nous notre constat au niveau du groupe, il faut le dire. On est vraiment fâchés et déçus parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas entendu, en tous les cas compris par nos responsables politiques. Pour nous, il y a vraiment nécessité urgente de changement pour ces jeunes d'aujourd'hui, qui seront les adultes et les parents de demain. Ouais. Et donc, on a vraiment 2 demandes claires. Une demande, comme Mme Detier l'a dit, qui est un besoin d'une politique transversale forte qui mette l'humain au centre des priorités, qui soit vraiment concertée à des niveaux de pouvoir. Et deuxième demande, à notre petit niveau, comme disait Corinne, ce refinancement des centres PMS à la hauteur des enjeux sociétaux d'aujourd'hui et demain, pour qu'on puisse continuer un travail de qualité avec action de prévention et capacité de réponse aux demandes individuelles, parce qu'investir dans les centres PMS, c'est un peu l'expression de faire un strike. Il y a 187 centres qui touchent directement toutes les écoles et donc tous les élèves, et en plus, ça permet de diminuer le nombre de demandes vers la seconde ligne. Donc arrêtons de créer des nouveaux services alors que les centres PMS existent et sont là à la bonne place. Voilà, et quand tout le réseau se met ensemble et que les moyens suivent et qu'il n'y a pas de saturation, ça donne des résultats. Ça arrive. Tu es un peu la preuve vivante de ça, c'est que, parce que tout ce dont on a parlé là n'est pas très réjouissant, mais il y a quand même des perspectives encourageantes. On est resté, je t'ai suivi pendant 6 mois, et à la fin du reportage, c'est pas un spoil, je pense qu'on peut le dire, j'ai quand même filmé ta sortie de l'hôpital. Tu allais mieux, et donc c'est possible d'aller mieux, c'est possible. Le réseau de l'aide à la jeunesse, au sens vraiment très très large du terme, peut donner des résultats. Oui, tout à fait. C'est possible, il ne faut pas perdre espoir. Voilà. Comment ça s'est passé, toi, justement, ce processus pour aller mieux ? C'est compliqué et en fait bizarre. C'est vraiment le mot, je pense. En fait, on chamboule tout pour aller mieux. On arrive dans un endroit et en fait, quand on va mal, on enfouit beaucoup de choses parce qu'il y a des choses qui font mal et en fait, on les enfouit. Et devoir aller chercher au plus profond de nous et travailler sur des choses qui font mal, en fait, ça, c'est un sentiment assez étrange, je trouve, mais c'est nécessaire. Et moi, là, je suis vraiment contente parce que avoir fait tout ce travail sur moi-même, ça me permet de maintenant être un peu, pour le moment, sur une pente montante. Et depuis 1 mois, je suis sur une pente montante, ce qui est une grande victoire. Donc, ça veut dire que tu te sens mieux, bien, presque. Ouais. On peut dire bien, tu te sens bien ?
Là, c'est pas bien comme ce serait parfait, mais par rapport à tout ce qu'il y a eu, oui, je peux dire que je me sens bien maintenant. Bon ben voilà, quoi de mieux pour terminer l'émission. Merci en tout cas d'être venu dans ce studio. On suivra évidemment vos péripéties et puis bien entendu si vous voulez en savoir plus sur ce projet, sur ce documentaire qui n'est plus un projet, vous pouvez vous rendre sur le site internet du Centre d'Action Laïque. Tout s'y trouve, le titre « Tout va s'arranger » ou pas. Et puis pour le reste, je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la laïcité.